you're up, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. Assesseur, c'est bon? Quand vous voulez. Voici Jean-Jacques. Comme vous le remarquerez, Jean-Jacques est une pierre. Mais cette pierre est bien plus heureuse que vous tous, ici présents. Mon sujet est « En faut-il peu pour être heureux ?» Donc je me suis permis d'amener un invité, Jean-Jacques, qui nous servira de témoin. Tout d'abord, on va commencer par définir ce qu'est le bonheur. Comment être heureux? C'est bien simple, tout le monde dans l'Antiquité était d'accord là-dessus. Les épicuriens, les stoïciens et les cyniques un peu dans leur coin, mais j'étais d'accord aussi. Globalement, le bonheur, ça passe en deux grands points. L'ataraxie, qui est l'absence de troubles qui seraient amenés, disons, à perturber votre âme. Et l'autarcie, qui est en fait la suffisance à elle-même. Donc vous remarquerez qu'effectivement Jean-Jacques se suffit à lui-même, il n'a besoin de ni nourriture, ni eau, ni air pour respirer, il n'a pas besoin d'être bougé, puisqu'a priori rien ne va lui arriver, mais si je le lance dans la mer. Jean-Jacques a très peu de chances d'être troublé dans son âme et conscience, n'est-ce pas? Puisque Jean-Jacques est une pierre. Jean-Jacques est donc très heureux. Le souci, c'est que Jean-Jacques est une pierre, que nous sommes des hommes, et que cette pierre nous étant supérieure parce qu'elle est pleinement heureuse, on va chercher à savoir comment l'égaler. Et si effectivement on peut le faire avec peu. Parce que c'est quand même la grande question. Est-ce qu'être heureux, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, ou est-ce qu'il suffit d'être une pierre, comme Jean-Jacques? Épicure disait « L'homme qui ne se contente pas de peu n'est jamais content de rien. » Ne sera jamais content de rien. Donc a priori, ça concerne surtout les hommes. Jusqu'ici, l'homme qui ne se contente pas de peu, je ne suis pas sûr qu'on en ait beaucoup dans la salle. Nous ne voilons pas la face, il y a plein de gens autour de nous qui ont bien moins, mais sont-ils plus heureux pour autant? Pas vraiment. Hein, disons-le, pas vraiment. D'un autre côté, Horace disait « Sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le bonheur, mais il est ici le bonheur. » Ça implique donc une espèce de voyage, de chemin pour se rendre compte qu'on revient à notre point de départ si jamais on veut être heureux. Jean-Jacques a tout compris, Jean-Jacques ne bouge pas, vous remarquerez. Hein. Mais nous aussi, et chacun le sait, voyager coûte des sous, coûte des moyens. Donc, pour l'instant, on en est quand même à dire que pour être heureux, il faut déjà voyager, ne serait-ce que mentalement, qui nécessite bien sûr des connaissances, des lectures, des dialogues avec le plus de personnes possible, et avoir peu. Évidemment, avoir peu, c'est une notion que nous allons devoir définir aussi. Avoir peu, qu'est-ce que c'est? Et avoir peu, ce n'est pas avoir beaucoup. N'est-ce pas? Définissons une norme. Nous avons tous ici un pull parce qu'il fait froid dehors. Nous avons presque tous ici des écharpes. Nous avons presque tous ici eu un petit déjeuner avec des gaufres Nutella, très bonnes d'ailleurs, merci. Donc a priori, on baigne un peu dans l'opulence. Qui ici est heureux? Ah, attention, hein, vraiment sûr d'être heureux. Pas de... Alors, à peu près la moitié, c'est bien. À peu près la moitié. À peu près la moitié, donc l'autre moitié n'est pas heureuse. Un pas heureux, au hasard, devant. Ouais? Ouais. Pourquoi t'es pas heureux? Ouais, parce qu'il fait froid, par exemple. T'as un pull? T'as un pull? Ouais, c'est pas assez. Donc il en faut plus pour être heureux. Vous le voyez bien? C'était au hasard, hein? Il en faut plus pour être heureux. Et non peu.
Il en faut plus pour être heureux, seulement, selon Épictète, le bonheur ne consiste pas à acquérir ni à jouir, mais à ne rien désirer. Le bonheur consiste à ne rien désirer. Sauf que, comme chacun sait, quand on a un pull, et que ce pull se trouve taché par le café que la fac de droit nous aura remis avec les gaufres Nutella, on veut un autre pull, un truc un peu plus propre quand même, parce que ça le fait mieux. Donc la possession amène un autre désir de possession. Ainsi, ne pourrait-on pas dire qu'il en faut peu pour être heureux? Oui, mais ne faut-il pas avoir peu pour être heureux? Est-ce que ce n'est pas une condition et non un objectif à atteindre? Si j'ai peu, je n'aurai pas envie d'avoir plus, et je serai éventuellement heureux, comme Jean-Jacques. Ou comme les cyniques d'ailleurs, dont je n'ai cité personne jusqu'ici, mais dont l'exemple parle par lui-même. Leur chef de file, Diogène, vivait en fait avec un manteau crasseux dans une amphore et n'avait qu'une amphore et un manteau. C'est peu quand même, hein. Comparé à nous, c'est pas beaucoup, avouons-le. Et Diogène se vantait d'être heureux, puisque il ne cessait pas de vivre comme un cynique et est mort en cynique en se battant avec un chien pour un bout de poulpe cru. Une petite anecdote. Alors après, bien sûr, il est mort en se battant pour un bout de poulpe cru. Est-ce que s'il avait eu le bout de poulpe cru, il ne serait pas mort et donc aurait pu être heureux plus longtemps? C'est la question. J'ai essayé d'interroger Jean-Jacques pour avoir une réponse. J'y ai passé beaucoup de temps, mais il manque un peu de coopération. Donc je n'ai pas de réponse. Peut-être en fait que le bonheur ne se situe pas dans une temporalité. Peut-être est-il simplement un ensemble d'ataraxies et d'ostracie qui fait qu'en fait, une fois que nous n'avons plus de troubles et une fois que nous nous suffisons à nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'un changement extérieur viendrait nous perturber? Mettez-vous en condition, vous êtes quelque part dans la nature avec vos plus proches amis, un champ de nourriture, parce qu'il faut bien manger, de poulpe crue ou de la pierre comme Jean-Jacques, et vous suffisez par vous-même, rien ne vient troubler votre repos. Êtes-vous plus heureux pour autant? Pas vraiment, vous aurez toujours la nostalgie de l'extérieur, vous aurez toujours envie d'avoir d'autres amis, faire de nouvelles rencontres, revoir votre famille, cas échéant. Il n'en faut donc peu pour être heureux, oui, il en faut peu pour être heureux, mais à la seule condition d'avoir peu dès le départ et de savoir s'y tenir. Dernière citation, Sénèque. Toute vertu est fondée sur la mesure. Si on ne dépasse pas, si on ne va pas au-delà, alors il sera facile d'être heureux, on aura peu pour être heureux. Et sachez qu'il est bien plus difficile d'abandonner un objet que de ne pas l'avoir. Voilà. Merci. Donc, vous avez parlé 7 minutes 56. Et on passe tout de suite aux questions du jury. Oh. Il accroche le micro. Oh. Alors bonjour. Bonjour. Épicure nous disait que pour être pleinement heureux, il lui suffisait d'avoir un peu de raisin et de fromage de temps en temps. Est-ce qu'il se moquait pas un peu de nous? Il ne pouvait pas nous connaître, donc ça serait difficile, mais effectivement, il y a une idée que nous avons certaines possessions inutiles, comme par exemple 2 micros, alors qu'un seul qui marche suffirait. C'est pas une manière de se moquer, plutôt de nous rappeler ce que nous étions au début. On avait un peu de raisin, un peu de fromage, et puis un pagne grossier. Et on vivait, on avait des amis, des enfants, on mourait. Au final, c'est très différent d'aujourd'hui.
Donc, vous nous avez parlé de ce fameux Jean-Jacques, cette pierre, qui était plus heureuse parce qu'elle ne ressentait rien. Pensez-vous justement que les hommes étaient plus heureux à l'âge de pierre? Bonne question, il devait y avoir beaucoup de Jean-Jacques. Beaucoup de la famille de Jean-Jacques. Il ne devait pas y avoir, disons, plus d'hommes heureux, tout simplement parce que nous ne sommes pas des pierres, que nous ressentirons forcément des choses quoi qu'il arrive. Que par exemple, si jamais on apprend, je ne sais pas moi, qu'un être cher a une maladie, nous serons inquiets. Nous serons forcés d'être contraints à subir des assauts de l'extérieur. Pour rester vraiment dans un état d'ataraxie, il ne suffit pas d'être comme Jean-Jacques, nous ne pouvons pas l'être. Il faut au contraire endurer les assauts extérieurs et les laisser couler un peu comme une île au milieu des vagues. Alors bonjour Monsieur Gabouri. Merci pour cette fresque philosophique. Pour moi, j'aurais notamment 3 questions. Une première, avec Pascal, qui disait dans ses pensées que tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne sait demeurer au repos seul dans une chambre. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Elle est fondée. Elle est fondée parce que, effectivement, si jamais on demeurait à peu près comme un chat roulé dans un panier après avoir mangé, ronronnant, nous serions très bien, hein, a priori, vu que le chat ronronne. Simplement, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des Jean-Jacques. Nous avons donc une condition que nous ne pouvons changer, comme je dis, nous subissons les assauts d'extérieur, nous n'avons pas le choix. Il convient de ne pas idéaliser un objectif que nous ne pourrons jamais atteindre, mais de faire avec les cartes qu'on nous a distribuées et jouer le mieux possible. D'accord. Alors une deuxième question, puisque vous nous avez parlé de Diogène Laërce, qui vivait dans une amphore ou un tonneau selon les versions. La légende dit que le grand Alexandre est venu le voir un jour en lui demandant, puisque sa réputation avait passé les frontières, et en lui demandant qu'est-ce qu'il désirait, qu'est-ce que lui, Alexandre le Grand, pouvait lui apporter. Il était sur son cheval en plein midi et il s'adressait à lui directement. Est-ce que vous savez ce qu'il lui a répondu? Non, je sais que c'était une amphore parce que c'est les Gaulois qui ont inventé le tonneau. En revanche, je ne sais pas du tout ce qu'il lui a répondu. Soit de mon soleil. Quelque part, il lui a porté l'ombre, il l'empêchait d'être ébloui, c'était un geste admirable, je trouve, mais dommage que Diogène soit toujours dans la provocation. Ça fait partie des cyniques, que voulez-vous, il y a des gens comme ça. Moi, si quelqu'un entrait et m'empêchait d'avoir la lumière du rétroprojecteur dans les yeux, je serais content. Et une dernière question, s'agissant des gagnants du loto, puisque vous savez sans doute que la Française des Jeux fait des tests, fait passer des sondages à ces gagnants du loto chaque année. Et après quelques années, on s'aperçoit que plus de la moitié des gagnants du loto déclarent qu'ils étaient plus heureux avant d'avoir gagné qu'après. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que cela confirme tout à fait la thèse que j'ai exposée. C'est une ataraxie qu'il faut atteindre. Que plus nous faisons d'efforts, plus cela crée des conséquences. Il convient de savoir que chaque conséquence a son côté positif et négatif, comme toute chose, et que gagner au loto peut paraître uniquement positif, parce qu'a priori, on vient vous dire que vous avez gagné une grosse somme d'argent en cochant 4 cases sur une feuille, ce qui ravirait n'importe qui ici au début. Mais c'est vrai qu'il faut voir après le côté négatif de la chose, qui est sans doute plus facile à gérer une fois qu'on a la grosse somme d'argent que sans. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai. En revanche, je ne pense pas que l'argent salisse le bonheur. A priori, si on sait, disons, bien le gérer. Sénèque, par exemple, était quelqu'un d'extrêmement riche à son époque et n'a jamais semblé malheureux de son argent. Merci. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Bien, merci de votre écoute.